Bonjour, je me présente, je m'appelle Boulidi et ce que vous êtes en train de regarder, c'est le portrait martial. Portrait martial, ça va être une rubrique de vidéo dans laquelle je vais aller à la rencontre de combattants aguerris pour comprendre qu'est-ce qui les a motivés pour avoir une discipline aussi accomplie. En l'occurrence, le premier invité s'appelle Dioumé Sangaré. C'est un professeur de jiu-jitsu brésilien, ceinture noire, qui enseigne au Maccabi et au Fighting Beat. On est parti au Maccabi pour aller le rencontrer et parler avec lui, comprendre un petit peu qui est cette personne. Dioumé, Erwan, merci beaucoup d'être ici. merci pour l'invite et l'initiative, j'apprécie. Cool. On est chez toi, on est au Maccabi. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es ici? En tant qu'élève, ça fait 12 ans, 13 ans. J'ai commencé en 2011, c'était mon professeur Gilles Arsène qui donnait les cours ici. Et j'étais là à son premier cours au Maccabi, on s'était entraîné ailleurs avant. Et là, en tant que professeur, ça fait 3 ans. J'ai commencé en 2021 à prendre des cours suite à son départ. Ok. Et Gilles Arsène, est-ce que tu peux résumer un petit peu qui c'est? Pionnier du JJB, mon professeur de la ceinture blanche à la ceinture noire, donc celui qui m'a donné toutes les fondations. On connaît son combat au Pride contre Sakuraba, mais sinon, moi je le considère plus comme vraiment un des premiers pratiquants du jiu-jitsu brésilien en France. Parce qu'à l'époque, c'était pas du tout démocratisé comme aujourd'hui? Non. Lui, quand il a commencé, c'était, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, un stage au Cercle Tissier en 1995. Ok. Et donc il a fait ce stage-là, et puis après il est parti, et ils ont fait la première équipe de France qui a été faire le championnat du monde au Brésil en 1996. Et à l'époque, en fait, il n'y avait que le Cercle, donc comme club, où il donnait des cours de JJB. Et puis petit à petit, ça s'est démocratisé jusqu'à ce qu'on en arrive à la situation d'aujourd'hui où il y a des clubs un peu partout. Et comment toi tu l'as vécu depuis justement cette époque où c'était un sport vraiment de niche et aujourd'hui tout le monde s'intéresse un petit peu à ça? Bah alors moi c'est un peu particulier parce qu'en 96, bon, j'étais encore juste un enfant, donc je connaissais pas du tout, je connaissais que le judo et le karaté, les sports classiques. J'ai commencé une dizaine d'années après que ça soit arrivé en France, donc moi j'ai commencé en fin 2008, début 2009. Déjà c'était moins, on va dire moins niche comme tu dis qu'en 96, il y avait déjà plus de clubs, mais c'était pas encore comme c'est maintenant. Déjà la différence que moi je vois, c'est que, je vais te donner un exemple concret, quand j'allais faire des entretiens et que je mettais jiu-jitsu brésilien sur mon CV, il y avait deux réactions. Soit on me disait « Ah, mais vous faites un sport de combat, faut pas vous faire chier », ce que j'ai jamais compris. Soit on me disait « Ah, mais comment c'est, jiu-jitsu brésilien, comme on entend Brésil, c'est comme de la capoeira », et donc j'étais obligé de faire cette démarche d'expliquer, de dire « Non, c'est comme ça comme sport ». De nos jours, il n'y a plus besoin de faire ça. Encore un autre exemple qui m'est arrivé il y a quelques semaines dans le cadre pro, quelques mois. Je vais passer un entretien et la personne qui m'accompagnait parle avec un des collègues, il dit « Ah, je me suis blessé au genou ». Et je lui dis « Tu t'es blessé au genou comment ?» Il me dit « En faisant du MMA ». Donc il connaissait le JJB et on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui connaissent, qui pratiquent, donc ça a totalement changé, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Ok. Question super bête, mais comment on fait pour devenir meilleur? La question à 10 000 € qu'on me pose tout le temps, comment faire pour devenir meilleur, pour progresser plus vite? Je vais faire la réponse que je fais maintenant quand tu me dis, et je vais te reposer la question en retour, devenir meilleur que qui et meilleur que quoi? Meilleur que moi d'hier. Ah, ça c'est une bonne réponse. Ça c'est une très très bonne réponse. Bah, pour être meilleur que soi hier, je dirais qu'il faut le plus tôt possible être dans la pratique délibérée. C'est-à-dire que les premiers mois, si tu viens et que juste t'assistes au cours sans te poser de questions, forcément tu vas progresser, tu vas être meilleur qu'hier parce que hier il n'y avait rien du tout et il y aura toujours quelque chose de plus. À partir de 1 an de pratique, tu peux déjà commencer à bloquer par rapport à ce que je disais juste avant sur le fait que de blanche à violette, le prof il a toutes les réponses. Dès 1 an de ceinture blanche, déjà il faut commencer à se poser des questions. C'est-à-dire plutôt que de venir et juste combattre, il faut venir avec un objectif en tête. L'objectif ça peut juste être de replacer la technique qu'on a vue le jour même. Ça peut être de sortir d'une position défavorable, ça peut être de travailler sur un défaut que tu as identifié. Donc par exemple, j'ai du mal à passer la garde, il faut que je réussisse à passer la garde. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment se poser la question de je veux m'améliorer sur un point précis et c'est ça qui va faire que tu es meilleur qu'hier. C'est comme ça que je le vois. Ok. Il t'a fallu toi combien de temps pour obtenir cette ceinture noire? 9 ans. Ouais, Ok. 9 ans. Est-ce que pour toi le judo est à compléter avec le jiu-jitsu? Ouais, c'est indispensable. Indispensable. Que ce soit judo ou lutte, en fait, il faut choisir, mais pour moi, un ceinture noire, ça doit être un combattant complet. Je dis pas que
Même si, enfin, ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire qu'il faudra aller se battre debout, mais il faut au moins savoir ce qu'on fait. Encore une fois, je reviens sur ce truc de savoir ce qu'on fait. Pour moi, une ceinture noire, debout, tu dois au moins avoir des bases juste de saisie, de kumikata, comme on appelle ça en judo. Si après tu veux tirer la garde, tu peux, mais il faut au moins réussir à rester debout suffisamment longtemps pour pouvoir t'exprimer. Donc ouais, lutte, judo, vraiment indispensable. Ok. Maintenant, question assez personnelle justement. Là, je ressors d'une compétition où je fais 2 combats, en gi, en no-gi, 2 défaites. Et en plus, sur le no-gi, je me fais mal au bras. Sur un juji vraiment de l'enfer. Ouais. Est-ce que tu as déjà été blessé quelque part et ça t'a vraiment handicapé? Blessé quelque part, tu veux dire en compétition ou hors En compétition? compétition, hors compétition, comment tu l'as vécu justement cette blessure? Blessure physique, on parle. Ouais. Plus grosse blessure que j'ai eue, bon, si, ça commence à faire un petit moment, c'était il y a 4 ou 5 ans, juste après le Covid. Je reprends l'entraînement, c'était encore une fois, comme je le dis, après le Covid, parce que je pense que le contexte a de l'importance. Ça faisait 5-6 mois qu'on avait été complètement sédentaire, donc pas à se déplacer pour aller au boulot, pas d'entraînement. Début septembre, premier entraînement de la saison, je reprends et plein de hargne, plein d'envie, je voulais tourner. Premier combat, mon adversaire, enfin mon partenaire d'entraînement est debout, il n'a pas fait exprès, c'est un accident, ça arrive. Il essaye de m'amener au sol, sauf que mon pied reste coincé dans le tatami. Ma jambe part dans un sens, mon corps part dans l'autre, j'entends plein de craquements et la fracture c'était ligament croisé rompu, ménisque fissuré. Et en plus, à la première EM, il y avait aussi le ligament interne et le ligament externe qui avaient pris. Donc autant dire que mon genou, il était en miettes. Comment je l'ai vécu? Je me souviens que quand j'ai pris le compte-rendu de l'IRM en sortant de chez le radiologue, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, purée, mais je venais de reprendre, ça faisait un moment que je n'avais pas tourné. Là, je suis foutu. Et je me suis pas dit, je suis foutu en mode je vais jamais revenir. Je me suis dit, purée, mais en fait, je vais en avoir pour des mois. Et ça m'a fait mal. Et immédiatement après ça, je me suis dit, écoute, c'est fait, tu peux rien y faire. Le mieux que tu puisses faire, c'est de te concentrer à fond sur ta rééducation et revenir. Cool. Il y a quelque chose que tu as dit qui est archi intéressant, c'est le fait de se trouver. Ça va être. La question que je vais te poser va être plus axée sur le jiu-jitsu. Comment on fait pour développer un style, trouver un style? Comment on fait pour comprendre ses affinités avec certaines techniques? Est-ce qu'on se focalise sur comment notre morphologie comprend pour adapter plusieurs techniques à notre morphologie qui passerait mieux, ou alors à ce qu'on préfère, ou on se retrouve souvent dans des situations et comment on fait pour trouver ce style? Parce que là, j'ai plein de briefs de techniques qui ne sont pas encore connectées. C'est-à-dire que j'ai des mots, mais j'ai pas encore la phrase. Comment on peut faire pour justement trouver son style? Ce que tu as dit, c'est une métaphore que j'adore, que je trouve super intéressante sur les mots et la phrase. Et c'est vraiment ça, tu vois. Et je vais reprendre cette métaphore-là. Trouver son style, c'est un peu comme trouver sa manière de parler, tu vois. Et trouver sa manière de parler, donc, tu vois, quand t'es bébé ou que t'es enfant, au début, tu vas parler comme tes parents ils parlent. Et je le vois avec mon enfant, il reprend les expressions que moi je dis ou que ma femme elle dit. Et au début, c'est comme ça. Et petit à petit, en fonction de ton influence extérieure, que ce soit à l'école, au collège, avec tes potes, même à la fac ou autre, en fonction de tes expériences de vie, de ce que tu vas apprendre, tu vas changer ta manière de parler. En jiu-jitsu, je dirais que c'est la même chose. C'est au début, c'est ton prof qui va te donner tous les mots qui vont te permettre de faire les phrases qui vont te venir naturellement. D'accord? Donc, tu vas avoir des préférences naturelles qui vont se faire par rapport à ce que ton prof t'aura montré. Et ensuite, basé sur ces préférences-là, tu vas finir par voir ce qui te correspond ou ce qui ne te correspond pas. Et là, tu vas faire, on va dire, ta manière de parler. Donc, pour répondre à ta question et résumer, c'est au début, je dirais, le style, il va venir à toi en fonction de tes profs. Et petit à petit, avec l'expérience, tu vas voir ce qui te plaît vraiment, ce qui te parle vraiment. Tu vas le creuser, tu vas le développer et ensuite tu vas trouver tes affinités personnelles. Et juste un dernier truc par rapport à la manière de parler, si tu remarques, et c'est pour ça que j'adore cette métaphore, ta manière de parler, elle peut changer au fur et à mesure de ta vie. Si tu regardes des gens qui bougent à l'étranger, leur accent il change parce que ils ont passé énormément de temps à l'étranger. Des gens qui finissent par devenir orateurs ou conférenciers, tu vas voir qu'ils ne s'exprimeront pas de la même façon en début de carrière qu'en fin de carrière parce qu'avec l'expérience, ils ont appris à poser leurs phrases, à poser leur voix, à changer leur débit de parole.
En jiu-jitsu, c'est la même chose. Ça veut dire que même quand tu es ceinture noire, tu peux encore changer ton style. Tu vas avoir des ceintures noires qui, en début de ceinture noire, vont combattre d'une certaine façon. Par exemple, ça va être des passeurs de garde qui vont aimer passer en pression. Et 3 ans après, tu les regardes, ils sont devenus gardiens parce qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'ils ont eu une blessure, peut-être qu'ils se sont entraînés avec d'autres profs, peut-être que les expériences en compétition les ont changés. Donc c'est pour ça que cette métaphore, elle est vraiment pas mal et qu'elle résume bien le truc. Tu me parles de la façon de parler selon tes voyages, tu peux t'imprégner de certaines choses. Est-ce que pour toi c'est fondamental justement d'aller voyager, voir ce qui se passe ailleurs pour s'enrichir dans son jeu Quel est ton point de vue par rapport à ça? Je recommande, honnêtement, je recommande vraiment. Indispensable, encore une fois, non. Tu peux rester dans le même club pendant 10 ans, si tu as le bon état d'esprit, tu peux évoluer. Et, tu pourras même t'enrichir, en fait, tu pourras t'enrichir des expériences de tes partenaires d'entraînement qui ont tous une morphologie, un état d'esprit différent. Donc indispensable, encore une fois, non, mais fortement recommandé. Moi, encore une fois, les voyages, ça m'a énormément apporté. Bah, déjà, d'un point de vue personnel, tu vois d'autres cultures. Et d'un point de vue jiu-jitsu, comme tu disais, tu vois d'autres jeux, d'autres styles. Encore une fois, sur l'enseignement, tu vois d'autres pédagogies. Il y a des exercices, des drills que je fais faire que j'ai pas vu en France, que j'ai vu ailleurs. Des manières de structurer l'entraînement que j'ai pas vu en France, que j'ai vu ailleurs. Et je me suis dit, ah, c'est pas mal, ils le font comme ça. Donc moi aussi, je vais le reprendre. Et ouais, ça apporte énormément. Mais il y a peu de choses qui me paraissent indispensables, mais plein de choses qui me paraissent vraiment recommandées pour soi-même. En parlant de voyage, est-ce que le jiu-jitsu brésilien, Brésil, est-ce que tu as déjà été au Brésil? Ouais, j'y ai été. Au bout d'un moment, j'en avais marre d'attendre mes potes, donc j'ai pris un billet d'avion, je suis parti tout seul. Je suis resté une petite dizaine de jours là-bas et franchement, j'ai bien kiffé. Ok, t'es allé où? J'ai fait que Rio Cool. de Janeiro, je suis resté là-bas que 10 jours. Et t'as tourné un petit peu là-bas? Ouais, j'ai fait quelques académies. C'était intéressant. C'était intéressant. Pour toi, au Brésil et surtout à Rio, quel changement d'état d'esprit t'as remarqué par rapport à, par exemple, la France? Alors, au Brésil, ce qui m'a marqué, c'est que c'est ultra compétitif. Pour te donner un exemple concret, j'étais ceinture violette quand j'y étais. Et dans une des académies, je tourne avec un ceinture violette comme moi. Et c'était des rounds de 8 minutes, ça m'a marqué. En début de combat, je lui mets un renversement. Et ben, tu vois, on revient sur l'aspect compétitif. Moi, j'ai une déformation professionnelle de compétiteur. Je compte les points en permanence. Quel que soit le sparring que je fais à l'entraînement, j'ai toujours en tête le compte de points. Donc je mets 2 points au mec et je sens que lui aussi, il compte les points. Et dès que je lui ai mis les 2 points, ça a commencé à être la guerre, mais vraiment une vraie guerre. Comme si on était en compète. À 30 secondes de la fin, il me met un triangle et il me fait taper. Et à la fin du round, il est venu et il m'a dit « Purée, franchement, dès que tu m'as mis les 2 points, fallait que je les rattrape, bien joué, t'es trop fort et tout ça. » Et moi, j'étais un peu surpris parce que même si, comme je te disais, je compte les points, à l'entraînement, en France, tu vois rarement ça. Tu vois, sauf si c'est vraiment un entraînement compétition, on va dire « Ok, ben, les gars, vous comptez les points, vous devez gagner chaque round. » Quand tu as un entraînement lambda, tu vas pas compter les points. Juste, enfin, tu comptes les points, mais voilà, il te met un renversement, tu vas dire « Ok, il m'a mis le renversement. » ok, ça ira, et puis on fait autre chose. Là, c'était vraiment, je lui ai mis les 2 points, il fallait qu'il me tabasse et qu'il gagne le round. Et c'est pas le seul contexte où je l'ai vu, dans la plupart des académies, c'était ça, c'était vraiment compétitif, mais bah, tu me disais que tu as fait des compétitions, bah, comme si tu étais à la compète. Genre, le gars, s'il peut t'arracher le bras et que tu ne tapes pas, bah, il t'arrachera le bras, même si tu n'as pas tapé. Et ce qui est marrant, c'est que je te dis ça, mais c'était dans un bon esprit. Tu vois, c'était super tendu pendant le sparring. Après le sparring, c'était vraiment détendu. Et il y a vraiment que là-bas que j'ai vu ça et je trouve ça vraiment particulier. Particulier dans un bon ou mauvais sens? J'aurais du mal à dire. Tu vois, j'ai pas tous les jours envie de ça. Donc il y a des jours où tu as envie de venir à l'entraînement et juste de tourner parce que tu veux oublier ta journée de travail et tout, même si tu comptes les points. Mais tu vois, c'était pas avec un mauvais fond. J'ai pas perçu ça comme ok, il veut m'arracher la tête parce qu'il m'aime pas. C'est juste il veut m'arracher la tête parce que dans le contexte du combat, je lui ai mis des points et qu'il veut me les remettre et qu'il veut gagner ce round. Et en même temps, c'est très formateur. Une fois que tu l'as fait, là, tu vois, je l'ai vécu. Je te parle de ça, c'était il y a 10 ans. Je l'ai vécu et je peux switcher et me remettre dans ce mode-là.
Donc ça me dérange moins. Et ça aide parce que quand tu arrives en compétition, t'es moins surpris. Là, ben, je vais un petit peu inverser, même si c'est toi qui me poses les questions. Quand tu es arrivé en compète, là, c'est ta 3e compétition. Même si des fois on fait des entraînements durs de compète, est-ce que tu peux me confirmer que tu as aussi ressenti que l'intensité était clairement pas la même? Clairement pas la même. J'ai senti déjà qu'il y avait un gap de niveau, mais j'ai senti l'intention du mec de tu ne vas pas passer. C'est ça, tu vois? Et ça, même à l'entraînement, même les entraînements les plus durs, il y aura toujours un chouïa de différence. Même si on fait des combats tests, on va dire, ouais, vas-y, il faut que ça envoie. Il y aura toujours une petite différence parce que la personne, c'est ton partenaire d'entraînement. Et eux, ils arrivent à vraiment enlever cet aspect. T'es mon pote, t'es mon partenaire d'entraînement. Et pendant 8 minutes, à essayer de t'arracher la tête comme si tu étais en compétition. Ce qui fait que quand tu arrives en compétition et qu'il y a quelqu'un vraiment en face qui, comme tu le dis, te laissera pas passer, tu es moins choqué. Tu te dis, ok, bon, j'ai déjà vécu ça à l'entraînement, je peux y aller. Tu es de confession musulmane. Yes. Du coup, tu fais le ramadan. Ouais. Comment tu allies... Est-ce que déjà tu t'entraînes pendant le ramadan? Ouais, je m'entraîne pendant le ramadan. En fait, pourquoi je réfléchis? Parce que, je vais le dire, bah, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais le ramadan, c'est jamais à la même période de l'année. En fait, ça glisse de 10 jours chaque année. Et donc j'ai connu des périodes du ramadan où on s'entraînait en plein été, donc plein mois d'août, où c'était infernal. Et là, ça va, ça commence à revenir vers la période où on va mettre des guillemets, c'est un peu plus simple. Là, par exemple, cette année, si je dis pas de bêtises, on verra plus tard, mais en gros, ce sera tout le mois de mars. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tu vas forcément adapter ta manière de t'entraîner à la plage sur laquelle tu peux pas manger. Et donc, du coup, pour te répondre, au mois d'août, après, j'avais moins d'expérience, mais du coup, on s'entraînait la nuit. Tu vois, on avait réussi à trouver des arrangements pour s'entraîner la nuit. Et donc, ce qu'on faisait, c'est que comme on pouvait pas manger entre 3 heures du matin, si je dis pas de bêtises, et 22 heures, qui faisait en plus 30 ou 35 degrés, bah, ce qu'on faisait, c'était impossible de s'entraîner la journée, sinon on allait y passer, on se mettait en danger. Donc on faisait la rupture du jeûne à 22 heures, et vers 23h30 ou minuit, on allait s'entraîner 1h30. Et après on rentrait, on mangeait et on dormait. Et ça aidait à passer, mais par contre ça plombait sur le sommeil. Donc ça, c'était il y a une petite dizaine d'années. Là maintenant, on est sur une période où on ne peut pas manger entre 5h30, 6h, je crois, et puis je crois que c'est 20h, 20h30. Bah, ce que je fais maintenant, c'est que je m'entraîne juste avant la rupture du jeûne. Tu vois, par exemple, on va prendre l'exemple du cours du mardi soir. Donc, pour ceux qui ne savent pas, au Maccabi, il y a cours le mardi soir de 19h à 20h30. Bah, ce que je fais, c'est que je m'entraîne, et puis dès que l'entraînement il est terminé, je mange, et je fais le reste de ma soirée comme ça. Dans une cage, on se retrouve sans kimono, sans rien. Est-ce que le jiu-jitsu avec le gi, c'est intéressant quand même de venir au jiu-jitsu avec le gi pour un combattant en cage? Totalement. Ok. Totalement. Justement, moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est, et encore une fois, pas du jugement de valeur dans ce que je vais dire, mais des pratiquants moins expérimentés qui vont dire non, mais moi, je fais que du MMA, donc j'ai pas besoin de faire du kimono, c'est pas réaliste. C'est faux. Pour moi, c'est faux. Le fait de faire du gi, moi, ce que ça m'a apporté sur mon no-gi, c'est tout ce qui est les contrôles. N'importe qui fait du MMA reconnaîtra que si tu contrôles ton adversaire, tu le mets plus dans la merde que si ça bouge dans tous les sens. Donc rien que pour ça, faire du kimono, ça aide. Ça aide énormément parce que ça va vraiment apprendre à vraiment bien contrôler, vraiment bien stabiliser. Et moi, je le vois, je l'ai vu sur moi-même, quand j'enlève la veste et que je vais faire du grappling, on me dit souvent que j'ai des très bons contrôles, mais c'est pas venu par hasard, c'est vraiment parce que j'ai vraiment pris l'habitude de bien contrôler avec le kimono qu'en grappling, j'arrive à contrôler. Évidemment, tout ce que tu fais en kimono ne va pas pouvoir se transposer en MMA. Tu vas pas faire de la colle-manche en MMA, tu vas pas faire de la spider, de la lasso, mais une fois qu'on a dit ça, tout ce qui est le basique du basique, vraiment passer, bien contrôler, avoir des postures stables, tout ça, c'est des choses qui te servent en MMA. Donc pour moi, il faut le faire. Pour toi, le MMA, tu le considères comme un sport à part entière ou alors c'est le mélange de tous les sports combinés ensemble? Maintenant, pour moi, c'est un sport à part entière.
Avant, on pouvait se dire, ok, je vais aller faire du sol, ensuite je vais faire de la boxe, et ensuite je vais faire de la lutte, et je vais mélanger le tout. Là, maintenant, non, je trouve que c'est vraiment un sport à part entière, et où tu peux venir t'inscrire dans un club et prendre des cours de MMA. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça ne fera pas toi un spécialiste dans chacune des disciplines. À partir du moment où tu peux l'accepter, il n'y a pas de souci. C'est comment dire, faut juste accepter que c'est des sports différents. C'est pas parce que tu fais du MMA que tu vas être un bon pratiquant de jiu-jitsu brésilien. C'est pas parce que tu fais du MMA que tu vas être un bon boxeur. Tu vas juste être un bon pratiquant de MMA parce que, comme je te le dis, c'est un sport à part entière. Là où avant, la différence c'était ok, il est super fort au sol et donc ça va être un combattant de MMA qui est super fort au sol. Là maintenant, je le vois plus comme ça. Je pense que le sport, il a trop évolué, il s'est trop démocratisé, trop, on va dire, spécialisé pour que ça puisse être le mélange de plusieurs sports. Ok. Toi, est-ce que ça t'est arrivé dans la rue d'utiliser ton jiu-jitsu? Et jamais. J'ai de la chance, ça fait une quinzaine d'années que je pratique. J'ai juste eu un accrochage, mais ça a duré pas assez longtemps pour que j'aille utiliser mon jiu-jitsu, tu vois, c'est juste, ça s'est poussé, ça a bousculé, puis après chacun a continué sa route. Il n'y a pas eu vraiment de grosse altercation où ça a été vraiment dans une bagarre. Et je touche du bois, j'ai jamais eu à m'en servir en une quinzaine d'années de pratique. Et je pense que, en fait, c'est lié au fait que, justement, comme je pratique, dès que la situation va commencer à se tendre, je réussis à garder mon calme et à faire en sorte que ça parte pas dans tous les sens, tu vois. En vrai, on vient sur une question que tu as posée beaucoup plus tôt, ce que ça m'a apporté, ça m'a aussi apporté cette espèce de confiance où, tu sais, il y a quelqu'un qui va commencer à rouler des mécaniques, je m'en fous, tu vois, je vais le regarder, je vais dire ok, bonne journée monsieur, et puis je m'en vais, tu vois. Et quand tu as quelqu'un en face de toi qui s'en va mais qui fuit pas. Je sais pas si tu vois la différence. Fuir, c'est peut-être un peu craintif et tu t'en vas. Et s'en aller, c'est juste, ok, fais ce que tu veux, je m'en fous, je vais continuer ma journée, je m'en vais. Bizarrement, à chaque fois que j'ai fait ça, personne ne m'a suivi ou poursuivi en disant, ouais, vas-y, reviens, on va se friter. C'était plus, ok, bonne journée à toi aussi. Et limite, la personne en face se calme. Donc, je pense que ça a aussi aidé le fait que je pratique de ne pas avoir à m'en servir, paradoxalement. Tu as des personnes que tu admires et que tu prends exemple de ces personnes-là? Alors, il y en a un, et en général, en plus, je déteste la mentalité fanboy. Je supporte pas ça. 99% du temps, je dis que je suis fan de personne, sauf d'une personne, c'est Georges St-Pierre. Dans la manière dont il est. Merci. Le vrai GOAT, vrai GOAT. Il n'a pas d'accord. renversé une femme qui était enceinte, il n'a pas pris de la coke, le vrai GOAT, c'est lui. Exactement, tu vois, et c'est par rapport à ce que tu dis, c'est le seul qui fait pas de conneries, qui fait pas de trash talking. Il a la retraite depuis des années, le mec, je le suis sur Instagram, je pense que toi aussi, il s'entraîne toujours, il est toujours en forme, et il a toujours fait ça. Tu vois, en fait, et c'est sur ça que j'ai pris exemple sur lui, c'est qu'il avait une régularité, une discipline qui était incroyable, incroyable. Il n'y avait pas de, ouais, il fait un camp d'entraînement, il est super affûté, et puis hors camp d'entraînement, tu le vois, il a un ventre qui dépasse, et, il est sur des yachts à faire des fiestas. Le mec s'entraîne tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même là, tu vois, il a 43 ou 44 ans, il est toujours affûté, toujours en forme, il s'entraîne, il va chercher la connaissance en boxe, en MMA, en grappling, il continue de s'améliorer. Et sur ça, je le prends en exemple, et c'est dans mon jiu-jitsu, en tout cas dans ma pratique martiale, c'est comme ça que je suis, tu vois, j'essaie de toujours me maintenir en forme, de toujours m'entraîner et de toujours rester à l'affût et de chercher la connaissance. Tes cours sont assez martiaux, Ouais. c'est quand même dicté par des règles. Personnellement, j'apprécie ça. Ouais. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que tu tiens ça? Alors, plus que règles, je vais nuancer, c'est plutôt un cadre. Tu vois, les règles, je trouve que c'est vraiment rigide. C'est comme ça et pas autrement. Le cadre, tu as une structure à l'intérieur de laquelle tu fais ce que tu veux. Tu vois la nuance? C'est la différence entre la liberté et l'anarchie, justement. C'est ça, exactement. Exactement, c'est ça. Moi, je te laisse de la liberté à l'intérieur d'un cadre. Si je mets pas ce cadre-là, pour moi, c'est l'anarchie. Et tu me posais la question de d'où ça vient l'esprit martial.
c'est pas tant l'esprit martial, c'est vraiment ma vision des choses, que ce soit au boulot ou du coup au jiu-jitsu, et même dans ma vie perso, il y a un cadre, il est explicité, et à partir de là, dans le cadre, tu fais ce que tu veux. Donc si on reprend l'exemple de mes cours, il y a un salut, on est par ordre de ceinture. Pendant les combats, c'est les plus gradés qui vont avoir la priorité. Une fois qu'on a dit ça, tu fais ce que tu veux. Si tu arrives en retard, il faut attendre avant que le professeur te donne l'autorisation de venir, mais au moins tu peux venir en retard, tu vois ce que je veux dire. Si tu dois partir avant, tu dois prévenir, mais tu peux partir avant. Et si je suis en train de parler, parle pas en même temps, mais voilà, si je suis pas en train de parler, fais ce que tu veux. Donc tu vois, c'est un peu la différence entre... Alors que s'il y avait des règles, pour moi, ce serait vraiment une liste de choses. Tu dois signer, tu fais comme ça, ou sinon tu te dégages. C'est pas comme ça que je fais. Enfin, sauf si tu me dis le contraire. Non, c'est pas comme ça. Voilà, tu vois, c'est vraiment ça. Et pourquoi j'ai fait ça? Par rapport à ce que tu disais, expression que j'aime bien, la différence entre la liberté et l'anarchie, c'est que je veux quand même qu'il y ait une structure qui permette aux gens d'évoluer. S'il n'y a pas cette structure-là, de ce que j'ai vu, d'expérience, on parlait encore des voyages, des différentes académies où on a pu aller. J'ai vu des académies où c'était l'anarchie, ça marche jamais vraiment trop. Tu vois, ok, il y a des gens qui vont être forts, mais il n'y a pas de cohésion, je trouve. Il n'y a pas d'entraide, les gens ne se tirent pas vers le haut. Et moi, mon but, c'est d'avoir une équipe où les gens se tirent vers le haut, où une personne qui vient d'arriver ne va pas se sentir mise à l'écart parce qu'elle ne fait pas partie du clan, des anciens et tout ça, que vraiment tu arrives, tu fais partie de cette unité, donc tu es libre à l'intérieur de ce cadre-là. Et de mon point de vue, après chacun a sa vision des choses, si tu le fais pas, ce qui va se passer, c'est que en fait, ça va être, je fais ce geste-là, anarchique. Tu vas avoir des gens qui vont rester ensemble depuis des années, qui vont réussir à créer leur groupe de manière anarchique. Un nouveau arrive, il ne fait pas partie du groupe, il se retrouve mis à l'écart, il ne sait pas comment ça se passe et c'est compliqué pour lui de venir et de s'intégrer et d'évoluer. Une petite anecdote. Une anecdote? Ouais. Une anecdote qui me soit arrivée en termes de jiu-jitsu. C'est à toi de la choisir. Allez, je vais en raconter une. Allez, une qui m'avait marqué. Ça va faire référence à un combattant de jiu-jitsu qui s'appelle Levi Jones. C'est un Australien très fort. Donc pour l'anecdote, je vais aux États-Unis pendant un mois tout seul pour m'entraîner à New York. Et un jour, il y a un mec qui débarque avec 2 valises et un gros sac, un énorme sac. Je ne savais pas que c'était Levi Jones, donc le mec il arrive et il vient, il se change pendant l'entraînement. Et donc je lui demande de tourner avec, il me dit ouais ok vas-y on peut tourner et il me déboîte littéralement. Genre il m'a fait taper 4 ou 5 fois en 3 minutes sans transpirer. Et encore une fois je savais pas qui c'était. Et surtout en fait il venait de se taper 20 heures de vol depuis l'Australie. Donc il arrivait, il était complètement jet-lagué, il était ceinture violet, j'étais ceinture marron et il m'a littéralement détruit. Et quelques années après, je l'ai vu en train de tourner et je me suis dit, ah ok, je comprends mieux. Je comprends pourquoi il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Et pourquoi je raconte cette anecdote-là? Parce qu'en fait, on ne sait pas sur qui on tombe quand on fait du jiu-jitsu. Et c'est ça qui me passionne dans ce sport-là, c'est que même là, je suis ceinture noire. Si ça se trouve, je vais tourner avec un petit jeune ceinture bleue, il va me rouler dessus. Et quelques années après, je vais le voir en train de rouler sur tout le monde en compétition. Et c'est vraiment ça qui me fait kiffer et qui fait qu'il ne faut pas avoir d'ego. Tu peux pas te dire ouais, je suis le meilleur parce qu'il y a forcément meilleur que toi. Ok. Top. Merci. On a fini? Je crois. Moi, c'est beau pour vous. Tu veux pas faire une petite conclusion? T'as une citation en tête? Ah purée, là non, j'en ai pas. Mais non. Moi, il y en a une qui m'a marqué, c'est le tatami, il ment pas. Le tatami ment pas, ouais, ça c'est vrai, c'est une bonne citation. Un jour, t'as dit ça, justement. C'est vrai. C'est moi qui ai dit ça? Ouais. Eh ben voilà, ce sera la citation. Voilà. C'était Dioumé Sangaré. Si l'interview vous a plu et que vous voulez même en savoir un peu plus par rapport à lui, il y a un podcast audio qui sera disponible sur Spotify. Merci infiniment au Maccabi Paris. Merci infiniment à Franck Atia. Si l'aventure vous plaît et si l'aventure vous intéresse, soyez abonnés. On a aussi d'autres réseaux sociaux et on a plein de belles choses qui arrivent. Before a fight,
I drive a car. Like when I fight in Vegas, for example, I drive a car, or New York, same thing. I drive a car. When I used to fight in Vegas before my fights, I used to be very, very stressed. And a very therapeutic things that I like to do is drive my car around and see normal people. Then I go and I can explain to you why I drive and I see an old lady with her grocery store bag. And I'm thinking, like, she doesn't care if I win the fight Saturday or not. She's not even gonna hear about it. Then I look, he's another guy yelling to another guy because whatever problem. Oh, this guy is going to the bank to pay his mortgage stuff. They don't care. They don't care, you know. The effect that I have on the universe is so freaking small. Nobody cares. I'm the only one putting the pressure on me. Nobody gives a damn about it. So that's why they help me to perform now.